Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur la presse-conférence de la boîte Boisson et aussi bienvenue à les gens qui sont derrière leur écran et un point d'ordre, quand ils ont des questions, tu peux mettre les questions dans leur chat et on va parler des questions au fin de conférence de presse. Alors, ok, mon nom c'est Robert-Jan Termorche. Je suis à ce moment le président de la boîte Boisson. Je suis de néerlandais, c'est pourquoi je parle un peu difficile français, mais ça va, ça va. Qui sont les intervenants pour aujourd'hui? On a moi, pour commencer, mais c'est Lucien de Beveren et Sandrine, là, et Louis Pitard de Bâle. Bonjour. Et j'ai oublié Thomas Le Bouvier, excusez-moi, pour chacun être compte. La boîte Boisson, qu'est-ce que c'est ça? C'est un groupement d'intérêt économique. C'est créé en 1992 et nous sommes un membre du réseau européen Metal Packaging Europe. Ça veut dire qu'il y a aussi des autres petits groupes qui parlent des canettes en Europe. Et qu'est-ce qu'ils font? Ça réunit les trois principaux producteurs d'emballage en Europe. Et ça, c'est Ardagh Metal Packaging, Ball et Crown. La canette en France, c'est un secteur dynamique. Tu peux voir sur le picture qu'il y a, et c'est bien divisé les entreprises qui sont dans ce secteur. Il y a 28 sites. Il y a un peu plus de 4000 personnes directes et bien sûr indirectes. Oui, à ce moment, c'est les deux matériaux. Non, en avant, à ce moment, c'est les deux, c'est l'acier et l'aluminium, et après, dans quelques années, c'est que des aluminium. Canette, un modèle français exemplaire, parce qu'on a 24% des canettes qui sont produites en France, ils aussi sont vendues en France. Et dans les productions, il y a des lignes très très modernes et ils sont parmi les plus modernes de l'Europe. Et en France, il y a, ça c'est consommation, non, de production, il y a 6 milliards de canettes et en France, on consommait 4,8 milliards de canettes. On trouve que le canette c'est un emballage circulaire parce qu'il est incassable et standardisé, comme tu peux voir. C'est très facile à transporter et avec c'est un emballage de la juste dose. C'est très léger, c'est à ce moment environ de 15 grammes et tout est sur le canette. Il n'y a pas d'étiquette ou tout ça. Et bien sûr, c'est un monomatériel et l'aluminium, c'est un matériel permanent. Aussi, ça veut dire qu'on peut user l'aluminium pour plusieurs des années. Et aussi, ça veut dire que 75% d'aluminium qui sont produits est juste toujours utilisé. Et aussi le recyclage d'aluminium
ne cède que 5% de l'énergie nécessaire de la production d'aluminium primaire. Et 5%, on veut fermer le boucle de canettes. Hé, à votre avis, qu'est-ce qui a une armure en aluminium, qui est immortelle et qui protège de délicieuses boissons? C'est moi, Super Canette! Sérieusement, vous en connaissez beaucoup, vous, des emballages qui se recyclent à l'infini? Et du bac de tri jusqu'à votre réfrigérateur, c'est ultra facile pour moi. Vous allez voir. Après ma collecte, j'arrive dans un centre de tri des emballages ménagers. C'est là que je suis séparée des autres matériaux d'emballage. Une fois trié, je suis pressée en gros cubes faciles à stocker et à transporter qu'on appelle une balle. Oui, je sais, c'est un nom un peu bizarre pour un cube. Ouh, fait chaud ici. Dans ces fours chauffés à 800 degrés, je me transforme en métal liquide. Et oui, vous comprenez pourquoi on appelle ça un site de transformation. Je deviens ensuite une plaque d'alu. Et c'est là que ma prochaine mission se joue. Canettes, vélos, trottinettes, pièces pour voiture. En quoi vais-je me changer? Pour me réinventer en canette, je suis aplatie, puis je m'enroule pour former une grosse bobine. Oh là là, je suis super excitée! C'est sur ce site de fabrication que je vais redevenir une canette. Pour ça, je dois d'abord passer par cette presse qui me divise en coupelles. Vous inquiétez pas, hein, ça fait pas mal. Maintenant, je m'étire pour retrouver ma forme originelle. Ultra fine, mais ultra forte. Pour économiser toujours plus de matière, j'ai perdu 30% de mon poids en 30 ans. Aujourd'hui, mes parois sont aussi fines qu'un cheveu. Pas mal ce bleu, non? Et ouais, c'est ici que mes copines canettes et moi sommes recouvertes des couleurs et des inscriptions des fabricants de boissons. On nous applique aussi un vernis interne pour parfaitement protéger et préserver la future boisson. Et cocorico! Au total, 8 canettes sur 10 vendues en France proviennent d'un fabricant de nos territoires. Dernière destination, le site de remplissage. Eau, soda, thé glacé, bière, boisson lactée, jus de papaye et même du vin, il y en a pour tous les goûts. Je suis finalement sertie d'un couvercle toujours en aluminium pour garantir mon étanchéité parfaite. Et me voilà de nouveau une vraie canette, moins de 60 jours après ma collecte. Non seulement c'est rapide, mais en plus c'est écologique. 1 tonne de métal recyclé, c'est jusqu'à 9 tonnes de CO2 en moins dans l'atmosphère. C'est comme si vous évitiez 5 allers-retours Paris-New York en avion dans l'année. Et pour ça, j'ai besoin de vous, car un super-héros n'agit jamais seul. Pour l'instant en France, seule 1 canette sur 2 est recyclée. Alors aidez-moi à remplir ma mission et activer mon super pouvoir recyclable à l'infini en me déposant dans une poubelle jaune ou tout autre bac de recyclage. Chaque canette compte, et moi, je compte sur vous. Ok, merci. Et maintenant, on va commencer avec la conférence de presse. Le programme pour cette heure, ça veut dire la consommation et Lucien va parler de ça. Et on va aussi toucher le recyclage. Et après, on parle un peu de canettes d'or. On veut célébrer les meilleures innovations et initiatives du secteur. Alors, Lucien, merci. Merci Robert-Yann. Donc oui, on vous a montré le motion design ce matin en avant-première, hein, parce qu'on vient de le créer. Beaucoup d'entre vous ont eu la chance de venir au Voyage Presse, notamment qu'on a organisé l'année dernière. L'industrie de la canette est une industrie qui aime ouvrir ses portes pour justement faire savoir un petit peu tout ce qu'on vous a montré là. Mais bon, des voyages comme ça, on ne peut pas en faire tous les jours. Donc là, voilà, c'est ce genre d'outil qui nous permet de diffuser aussi nos messages de manière assez ludique et efficace. Donc on publiera cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur nos plateformes évidemment. Alors on va démarrer la séance en parlant quelque peu des chiffres du marché. Vous avez évidemment tout le détail dans le dossier de presse. On va revenir sur certaines informations sur la partie GMS essentiellement. Mais je viens d'avoir justement semaine dernière les dernières infos aussi du GIRA avec lequel on suit le marché aussi en CHR. Je vous les donne là en avant-première parce qu'en fait ça va suivre exactement ce qu'on va se dire ici ce matin. Alors pour les eaux, les jus, les softs et les bières, hein, vraiment les marchés où la canette est présente, depuis 2019, la fameuse année un peu pivot où on se compare tous hein, avant la période Covid, la canette a gagné 30 millions de litres sur le CHR. Elle dépasse maintenant largement le milliard de canettes consommées en hors foyer. Ça représente une croissance à plus 8,5% donc en volume sur le CHR par rapport à 2019. Et le marché global CHR dans le même temps a lui perdu 60 millions de litres. Donc c'est quasiment moins 3% en volume par rapport à 2019.
Donc effectivement, la canette semble gagner du terrain sur les autres emballages boissons. Et on peut même dire qu'elle fait un peu exception dans les emballages en ce moment sur nos marchés. Alors commençons d'abord par une vue un peu globale sur 2022. La canette a une croissance de plus 3% en volume par rapport à 2021. Sur un marché boisson, donc là essentiellement bière et soft, qui a lui progressé de 1%. Et c'est la canette qui a le mieux performé, donc avec ses 3%. Et on vous donne aussi ici les informations qu'on a eues récemment sur le premier trimestre 2023. Et la canette confirme sa croissance. Là, cette fois-ci, le marché est légèrement en recul à quasiment moins 1% par rapport au premier trimestre 2022. Et la canette, à nouveau, fait exception avec 4% en plus donc de volume par rapport à ce premier trimestre 2022. Et là, cette fois-ci, on a d'autres emballages qui sont vraiment en baisse par ailleurs, ce qui nous donne une situation assez inédite pour nous. On parle d'une part de marché qui s'élève à près de 25% ce premier trimestre, donc soit un quart des emballages boissons qui seraient en canette en ce moment même. Alors, sur l'aéropage de nos formats, les 33, les 50, etc., c'est toujours la 33 centilitres qui est le format roi pour la canette. Néanmoins, ce qui témoigne aussi d'un dynamisme et de la vitalité et de l'engouement pour cet emballage, c'est que les formats dits émergents, le 25 centilitres, le 15 centilitres, sont ceux qui ont la plus forte croissance et des croissances à 2 chiffres sur 2022. Si on zoome un petit peu sur la partie soft drink cette fois-ci, vous voyez en fait que la croissance en part de marché est linéaire et continue depuis de nombreuses années maintenant pour atteindre 22,6% en 2022. L'année dernière, donc sur les softs, la canette a fait plus 6% en vente quasiment. Elle représente maintenant un tiers du chiffre d'affaires dans ce secteur. Et à nouveau, si on regarde le premier trimestre qui vient de se terminer, le marché est à peu près stable à plus 0,9% sur ces 3 premiers mois. Les canettes confirment leur progression cette fois-ci à plus 6,3%, quand là vous avez un recul général des autres matériaux. Et on retrouve ce fameux 24%, 25%, donc c'est 24% pour la partie soft, de part de marché, c'est plus 1 point par rapport au premier trimestre de l'année dernière. On regarde un petit peu les eaux gazeuses aussi, alors ça représente vraiment un petit... De petits volumes pour la canette, on estime que c'est environ 3% de canettes qui sont consommées en France sont de l'eau gazeuse ou de l'eau aromatisée. On a constaté, vous l'avez constaté aussi, de nombreux lancements ces dernières années, une innovation en format canette sur ce segment. Et l'année dernière, c'est plus 14% de volume par rapport à 2021. Et ça culmine même à près de 17% de volume supplémentaire pour les canettes dans les eaux gazeuses, là où ce marché est à 1,6. Enfin, je vais terminer par la partie bière, où plus de 2 bières sur 10 en France sont vendues en canette. Et là aussi, la part de marché grimpe quasiment à plus 3 en ce moment, parce que, alors si vous suivez le secteur, pour ceux d'entre vous qui sont dans ce domaine, vous avez constaté qu'il y a eu un engouement effectivement assez fort pour la bière. Les Français réapprennent aussi à consommer cette boisson, et il y a une grande appétence pour les Français depuis ces dernières années aussi sur la bière, et pas que sur le vin. Néanmoins, avec la crise de l'année dernière et l'inflation et la problématique pour certains matériaux, comme vous le connaissez, vous l'avez su, le marché de la bière a subi un coup d'arrêt l'année dernière, donc à moins 1,8. Et en fait, la canette fait littéralement de la résistance dans ce marché. Notamment, on regarde un peu le marché des bières de spécialité, qui est le fameux marché des bières d'abbaye, microbrasserie, des crafts, qui est aujourd'hui le marché à la fois premium, à forte valeur, mais aussi le plus représentatif en termes de volume. La canette avait un retard naturel en fait dans ce domaine-là, très premiumisé. Ce marché lui aussi est en baisse l'année dernière, mais la canette, elle, est positive. C'est une situation assez inédite qu'on n'avait pas encore vue. Et en 2023, le marché de la bière, malheureusement, semble encore être en baisse sur cette première partie de l'année, à moins 4,5. Et la canette, elle, est encore positive à quasiment plus 1%, face au verre qui, lui, est en baisse à plus 6%, ce qui explique vraiment cette position un peu inédite en termes de part de marché en ce début d'année. Voilà donc pour cette overview sur la partie chiffres, qui montre un peu le dynamisme autour de notre emballage. Je vais laisser la parole à Louise Pitarch qui va vous présenter l'étude CSA qu'on mène depuis maintenant 10 ans. C'est la 5e édition, c'est un véritable observatoire donc, de notre emballage dans son environnement, son recyclage et aussi dans l'environnement des Français, la perception. Et vous allez voir que ces chiffres assez positifs en consommation ont une conséquence sur l'image qui s'améliore aussi d'année en année. Louis, je te donne la zapette.
Alors, bonjour à tous. Ici le néerlandais, moi l'espagnol dans la salle. Comme Lucien le disait, c'était une année intéressante dans un niveau commercial, mais c'est aussi un moment décisif du côté de la régulation et de la stratégie de développement durable de nos entreprises. Dans ce cadre, on a décidé de mener cette étude SCCA pour la 5e fois, comme Lucien le disait. C'est une étude qu'on a fait en octobre de 2022. D'un côté, sur la perception des Français sur l'emballage lui-même, et dans l'autre côté, sur la consigne. Comme vous le savez bien, le gouvernement est en train de faire cette consultation qui va mener dans une décision officielle sur la consigne dans quelques semaines, quelques mois. On a demandé les Français sur ça. Alors, très vite, parce que vous avez le dossier presse, mais ce qu'on a vu avec le tout CCA, c'est que 84 des Français ont dit d'avoir consommé pendant l'année dernière les canettes. C'est une croissance de 5 points de consommateurs par rapport à l'étude qu'on avait en 2020. Ça se met dans une position qui nous met comme un deuxième emballage en consommation nomade, bien entendu derrière la bouteille en plastique. Mais c'est le seul emballage à boisson à progresser à domicile, dans la maison, avec cette croissance de 6 points dans 2 années aussi. D'accord ? Alors, si on prend la position globale des Français sur la canette, pas seulement du côté plutôt de développement durable, mais aussi pour la praticité, pour les éléments que Robert aussi a pointé, la canette passe un petit peu devant la bouteille plastique comme l'emballage préféré. C'est l'emballage qui est 3e dans la liste des emballages préférés, après la bouteille en verre, bien sûr, et le brick en carton. C'est intéressant de voir qu'il y a un bon 9 des Français qui considèrent, qui mettent une note de 8 sur 10 à l'emballage même, et ça c'est une croissance de 6 points aussi par rapport à 2020. Ici une note juste pour vous, pour savoir un peu les profils qui s'approchent à la canette comme emballage d'utilisation normale. On voit cette croissance très forte dans les segments de 18 ans à 24 ans, mais la croissance qu'on voit, c'est quasiment dans tous les segments d'âge. Et ici, la vertu du côté environnemental, qui c'est très important pour nous. Et ici, on a un peu la stratégie fixée dans le domaine de notre industrie et dans l'industrie de l'aluminium en ensemble. Parce que, par exemple, quand on demande sur différents axes aux Français des qualités de les vertus écologiques de la canette, on voit par exemple qu'il y a un 69% qui considèrent que c'est facile à trier à la maison, que c'est facilement recyclable, mais on voit des données qui nous préoccupent un peu. Le 27% qui considèrent que c'est recyclable à l'infini, ça c'est une vertu qui n'est pas si connue entre le français. Et on est, vous avez vu, en train de consolider nos stratégies de sensibilisation des Français sur les vertus de la canette et la nécessité de séparer mieux. C'est recyclable rapidement, mais seulement à 23%, respectant un environnement à 13%. Et ça nous met dans une situation qu'il y a beaucoup de vertus, on voit que c'est un moment doux pour la canette, mais on n'est pas content juste avec ça, on croit qu'on doit faire plus. Alors ça nous mène dans la nécessité de demander aux Français sur la consigne, parce qu'à la fin, c'est intéressant. On a 6 de Français de sur 10 qui considèrent que la canette est un emballage éco-responsable. C'est bien, mais on sait
conscient des vertus de la canette qu'on pourrait être mieux positionné. Alors, qu'on a demandé à les Français sur la consigne. Pour nous, c'est très intéressant de voir ces résultats. La consigne, on va le commenter après avec Sandrine Duquerrois de l'ESAL. Mais les Français sont favorables à la consigne dans un numéro très élevé, c'est 86. Et presque la moitié est très favorable à un système que pour nous, en fait, ça va nous permettre d'améliorer le taux de collecte séparé. Et ça va aussi nous aider dans notre stratégie de décarbonation et à la fin à utiliser un levier que pour nous c'est indispensable, le taux de recyclage. En fait, c'est très bien expliqué ce que le système est. Ça fait une explication exhaustive du système parce que aujourd'hui, ça pourrait mener à équivoque, quoi. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a un reward et à la fin, c'est l'argent que tu payes en avant et puis c'est payé après. Et c'était comme ça, c'est expliquer le système et si elles seraient prêtes à continuer à utiliser des canettes et les amener pour avoir le dépôt. Merci. Là, évidemment, c'est un résumé pour la présentation, mais je crois que dans le dossier de presse, vous avez le détail. Il y avait effectivement une explication pour les sondés de ce qu'était et de ce qu'impliquait un schéma consigne. On insistait bien sur le fait qu'il y avait, ce que vous connaissez sans doute tous, hein, le fait que l'emballage doit être ramené, il faut payer une caution, on a même insisté sur le fait que l'emballage doit être ramené intact, etc. Et en fait, voilà, pour bien s'assurer que le sondé savait à quoi il répondait. Après, voilà, ça reste effectivement du déclaratif, hein, mais puis après, Louise va continuer. Il y avait effectivement toute la partie frein qui était aussi très intéressant pour nous. Alors, dans le cas de la canette, en fait, dans l'étude, on a demandé la volonté d'amener l'emballage de rentrer au supermarché. La canette est positionnée, la dernière, on pourrait dire, ensemble avec la bouteille plastique de la taille 50 centilitres, mais avec un taux de retour qui serait très intéressant. En fait, plus de 9 sur 10 des consommateurs de canettes les ramèneront à un point de collecte. Et pour nous, c'est une bonne nouvelle. En fait, on a cet objectif d'atteindre un taux de collecte plus élevé que 90. Et ici, c'est très intéressant de voir parmi ceux qui sont favorables à la consigne et pas favorables, quels sont les différents freins pour les Français pour participer ou pas dans le système de la consigne. Pour ceux qui sont favorables, en fait, on voit dans 32% qu'il y aura trop d'emballages différents à stocker. Ça, c'est parce que, comme Lucien disait, c'est un système qui, pour l'instant, nécessite d'avoir l'emballage intact, sans le modifier. Et ça est complètement lié à la deuxième partie, 9% de la manque de stockage, d'espace pour le stockage, particulièrement dans des villes comme Paris, par exemple, avec des appartements plutôt petits. Et oui, et stocker les emballages à la maison va être préoccupant. De l'autre côté, du côté des gens qui ne sont pas favorables, le coût d'achat supplémentaire va être un élément de préoccupation. Et ici, vous avez un graphique qu'on va vous expliquer bien. On a inclus dans le sondage une mesure de la sensibilité au prix, parce qu'on voulait voir un petit peu quel était le niveau de consigne que d'un côté affecterait ou pas la volonté des consommateurs de continuer à consommer la canette.
Et de l'autre côté, d'évaluer aussi le point idéal pour avoir un taux de retour qui serait en fait intéressant pour nous. C'est ce qu'on a vu ici. Vous avez les différents niveaux de prix de consigne. Le point idéal dans les deux lignes se croisent, ce qui considère qui est trop bon marché, et le prix de vente. En fait, on se retrouve dans un point de 10 centimes. 10 centimes que pour nous, ce serait le niveau idéal, minimum, pour notre emballage. Et à partir d'ici, je crois qu'on est dans une position de, bien entendu, à négocier avec nos partenaires, parce que c'est une conversation ouverte. Et ici, je laisse la parole à Sandrine pour définir le système de consigne. Bonjour à tous, donc Sandrine Duquesroy de Le Salle, vice-présidente de la boîte boisson. Je travaille aussi pour la société Krone, avec une usine en France près de Nancy, à Custine. Donc on va parler de la consigne un petit peu plus en détail. Comme Louise vient de le dire, la consigne, les Français sont prêts. Je pense qu'il y a eu beaucoup de reportages depuis la première feuille de route économie circulaire qui avait été lancée par le gouvernement il y a déjà quelques années. Donc je pense que ces reportages, ces discussions, cette compréhension des Français maintenant, elle est plus forte. La consigne, c'est pas seulement la consigne pour emploi, c'est aussi pour recyclage. Ils l'ont compris. Et je pense que nous aujourd'hui, voilà, ce qu'on veut vous faire passer comme message, et je vais passer par là, c'est que nous, on est toujours à s'engager pour la collecte, mais on va le voir, la collecte aujourd'hui en France de nos boîtes boissons, elle n'est pas suffisante. On en a parlé. Donc nous, aujourd'hui, on est prêt à s'engager auprès des acteurs pour une consigne, bien sûr, une consigne efficace. Donc je vais parler un petit peu des gages de réussite et d'efficacité de cette consigne dans le détail. Donc dans un premier temps, pourquoi est-ce que c'est une solution face à une collecte qui est aujourd'hui insuffisante? On vous l'a dit, 6 canettes sur 10 recyclées en France, mais seulement à peu près 15 à 18% des canettes qui sont collectées dans les bacs jaunes au domicile. C'est pas suffisant, clairement pas suffisant. Pourtant, il y a eu beaucoup de travail de fait par Citeo, par l'ensemble des acteurs. Il y a l'extension des consignes de tri qui se termine. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de canettes dans les bacs jaunes. 56% des consommateurs consomment aussi notre emballage hors du domicile. Je pense que vous êtes venus comme moi dans la rue à Paris. Si vous voulez recycler, trouver une poubelle de recyclage, ça va être difficile. Donc il y a encore des efforts à faire sur la collecte dans le hors domicile, des gros efforts. Hors consigne, ce sera en effet ces efforts-là qu'il faudra faire. Mais avec la consigne, on va le voir, ça permet d'obtenir une collecte plus rapidement, plus efficace, etc. Donc aujourd'hui, les avantages de la canette sont trop peu mis en valeur et sous-exploités, on vous l'a dit. Donc les consommateurs ont été sensibilisés, mais pas assez. Les moyens de collecte mis en œuvre, pas suffisants. Et nous, en tout cas aussi au niveau de notre industrie, on trouve que les données ne sont pas suffisamment robustes. On n'est pas capable aujourd'hui d'estimer réellement combien de canettes sont collectées et recyclées. Donc en tout cas, le message principal qu'on voulait aujourd'hui vous donner, c'est que si un schéma de consigne est adopté en France, Louis l'a dit, les consultations du gouvernement se poursuivent, les études ADEME sont en cours, une décision devrait être prise prochainement, et nous, on veut en faire partie si consigne il y a. Donc ça, c'est vraiment très clair, la canette doit faire partie de la consigne, s'il y a décision de mettre en place une consigne. Donc c'est toute notre filière qui s'engage, c'est évidemment nous, les fabricants de canettes, mais également nos fournisseurs d'aluminium qui soutiennent cette proposition. Quels sont les 5 gages d'efficacité et de réussite de cette consigne s'il y a consigne? Donc nous déjà, ce qu'on voulait partager avec vous, c'est le fait qu'il faut être ambitieux. Une consigne, il faut qu'elle soit ambitieuse, donc il faut très rapidement atteindre un objectif de collecte de 90%, et ce pour l'ensemble des emballages. Nous, on considère que l'ensemble des emballages devrait être inclus dans la consigne. D'accord? Tous les matériaux, j'entends par là. S'il n'y a pas tous les matériaux, alors tous les matériaux doivent être également soumis à un objectif de collecte de 90%.
Et ça, c'est pour favoriser l'équité entre tous les matériaux, verre, plastique, métal, autres. D'accord? Donc cet objectif, c'est très important. Si vous suivez aussi les discussions au niveau européen, dans la directive, ou ça serait une regulation, je ne sais pas comment on dit en français, mais un règlement. Dans le règlement emballage et déchets d'emballage qui est en discussion au Parlement et au Conseil, il y a aussi un objectif alors qui certainement, ça va peut-être un peu bouger encore ce texte, mais je pense qu'il y aura un objectif de collecte pour tous les emballages. Alors le deuxième point important pour nous, c'est d'avoir une consigne, un système de consigne qui soit équitable pour tous les matériaux. Et pour ça, il faut interdire les financements croisés. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que dans un système de consigne, on va collecter des canettes, on va collecter des bouteilles en plastique, on va peut-être collecter d'autres matériaux. Il faut que cette comptabilité matériaux soit séparée. D'accord? Parce que nous, notre emballage en tout cas, la collecte de cet emballage, les revenus de la vente des matériaux va générer un montant important. D'accord? Et ça va amener en tout cas notre emballage à générer plus de financement dans le système que d'autres emballages. Donc il faut vraiment que cette comptabilité matériaux soit très claire et séparée pour qu'il n'y ait pas de financement, ce qu'on appelle des financements croisés entre matériaux. Donc que certains matériaux qui rapportent plus ne financent pas le système de consigne dans sa globalité. Quelque chose de très important. Et ça, c'est pour favoriser les filières, en fait. On va voir que la filière aluminium, voilà, elle est par essence circulaire et elle est par essence vertueuse et valorisée. Parce que l'aluminium est là encore une matière extrêmement qui a de la valeur, voilà, par essence. Troisième point, on a parlé un petit peu des montants de consigne. On a parlé de ce point optimal qu'on a calculé à travers nos différentes questions à 10 centimes. Ça reste encore bien sûr à discuter. Je pense que Citeo même on a parlé dans sa conférence ou dans les documents qui ont été donnés là, il y a quelques jours. Ça reste à trouver quel est le point optimal. Nous, ce qu'on dit en tout cas, c'est que ces montants de consigne doivent être justes et adaptables. Adaptables pourquoi? Parce que si on n'atteint pas ces objectifs, que j'ai dit, doivent être ambitieux. Si on ne les atteint pas dans un délai assez rapide, il faudra peut-être monter la consigne. Mais il faut aussi adapter cette consigne à la taille du contenant. Vous le voyez sur votre table, nos canettes, c'est des petites tailles, 15, 25, 33 centilitres. C'est pas, s'il y a une consigne, la même consigne pour des petits emballages et pour des plus grands emballages, ça crée une distorsion entre ces emballages. En plus, nos emballages sont vendus la plupart du temps en pack. Donc prenez 10 centimes ou 15 centimes, disons, sur un pack de 6 canettes, vous arrivez à 90 centimes de consigne. Évidemment, le consommateur va les récupérer, mais au moment de l'achat, ça peut générer un questionnement. Est-ce que j'achète bien ce pack ou est-ce que j'achète le même emballage, 1,5 litres ou 1 litre, qui aura seulement 15 centimes. Donc ça crée une distorsion et en tout cas des questionnements. Et nous, on dit attention, petits emballages, en plus petits emballages vertueux, dans notre cas, plus petite consigne par rapport à d'autres emballages. Évidemment, quatrième point, les points de collecte. Donc ça, c'est très très important. Sur un territoire, en plus, un grand territoire comme la France, il faut prévoir de faciliter la démarche des consommateurs et donc un retour des emballages facilité. Donc ça veut dire prévoir des points de retour manuels dans tous les points de vente, y compris les plus petits. Il faut des automates, ce qu'on appelle des reverse vending machines dans les grandes surfaces et dans d'autres types de lieux de retour. Et il faut que tous les lieux de retour d'emballage consigné acceptent tous les emballages qui sont consignés. Donc il n'y ait pas ah non, moi je ne reprends pas tel ou tel emballage parce que j'ai pas de place. Parce que bon, ça c'est ce qu'on appelle un retour obligatoire dans tous les sites de vente où il y a des emballages consignés. Donc ça c'est très important. Je pense que là encore, les études ADEME aussi vont donner des éléments là-dessus. Nous on a aussi les exemples d'autres pays européens qui montrent bien le nombre de points de collecte et de RVM qu'il faut par habitant. Je pense que ça sera très important. Et en tout cas, pour nous aussi, qui sommes un emballage nomade, c'est très important d'avoir des points de collecte
où, voilà, où le consommateur peut ramener ses emballages facilement. Et le cinquième élément, et ça Louis s'est un petit peu aussi mentionné, on a tous au sein de nos entreprises une démarche développement durable. La circularité, c'est le point clé de notre décarbonation, de notre objectif de décarbonation. Et là encore, l'aluminium, plus on l'a dit précédemment, plus on va avoir de cycles et de contenus recyclés dans nos emballages, moins l'empreinte carbone de nos, plus l'empreinte carbone de nos emballages va baisser. Voilà. Donc on a, nous, un intérêt pour aboutir à un emballage décarboné, pour voilà, atteindre nos objectifs de décarbonation. Et on a tous des stratégies de net zéro à 2040 ou 2050. Il faut qu'on obtienne le plus possible une circularité de notre aluminium. Donc ce cinquième point, c'est plus lié à la revente des matériaux au sein du système de consigne. C'est veiller à ce que cette revente de l'aluminium qui va être collecté soit faite dans des conditions équitables, transparentes, et que l'ensemble des acteurs puissent accéder à cet aluminium, mais avec un objectif, évidemment, de maintenir l'aluminium dans une boucle le plus possible, une boucle fermée, produit à produit. Donc ce qu'on appelle can to can, de façon à obtenir cette valorisation de la matière dans nos emballages et ainsi atteindre nos objectifs de décarbonation. Voilà, je crois que c'est un petit résumé de tous ces enjeux très importants, là encore, pour la consigne, pour la mise en œuvre de la consigne pour la boîte boisson. Et je vais passer la main à Thomas. Ok, bonjour à tous, merci Sandrine. Donc, le programme Chaque Canette compte, c'est une initiative qui est unique en France pour la sensibilisation du tri des emballages hors foyer. C'est une initiative, vous l'aurez compris, qui est à l'initiative donc de la filière canette, qui est apparue en Angleterre et qui est aujourd'hui présente dans 18 pays, principalement en Europe, mais aussi au Brésil, avec notamment des très belles actions sur le carnaval de Rio. Donc chaque année de compte en France, ça fait 13 années que le programme est actif. Il y a 2 piliers pour les actions qui sont menées. Donc sur la partie gauche, on voit donc notamment plus de 9000 sites participants, des entreprises, des administrations, des universités, des centres de restauration, qui accueillent donc plus de 22 000 box de collecte, donc les petites box vertes comme on voit devant moi. Des petites box qui se veulent ludiques et qui voilà, incitent les gens à trier leurs emballages. Un rappel voilà, tout simple qui dit bah, voilà, la canette se recycle à l'infini. Donc ces petites box, elles sont déployées sur tous ces sites, partout en France, et grâce à plus de 69 partenaires de collecte, principalement issus de l'économie sociale et solidaire, répartis sur tout le territoire, on collecte donc ces box et ces canettes. Grâce à ce dispositif, on a plus de 36 millions de personnes qui ont été sensibilisées, qui ont aperçu ou qui ont utilisé nos outils. Et donc, le deuxième pilier de la stratégie Chaque année de compte, c'est la présence sur les événements grand public, en partenariat avec l'association Les Connexions, qui est spécialisée donc, sur l'intervention, la gestion des déchets sur événements. Donc, c'est plus de 1000 événements qui ont été couverts grâce à ce partenariat, et parmi les plus emblématiques de France, donc on lit sur la slide les 24 heures du Mans, le Tour de France, la Paris Games Week, de nombreux festivals de musique, aussi les fan zones de l'Euro 2016 de football masculin, la Coupe du Monde 2019 de football féminin, etc. Chaque année de compte donc, est partenaire depuis 2014 de l'éco-organisme Citeo. Et donc, grâce à ce partenariat, plus de 2000 tonnes de canettes ont été collectées. Mais pas uniquement, aussi plus de 3000 tonnes de bouteilles PET et plus de 1000 tonnes de cartons, cartonnettes, gobelets cartonnés. Et tout cela, encore une fois, grâce aux partenaires de collecte
On peut citer Élise ou CKFD, Cèdre, qui sont présents au niveau national et qui, donc, grâce à leur maillage, permettent de collecter tous ces gisements qui, ensuite, on peut le voir, on a un exemple à l'écran. Donc, voilà, ces gisements qui sont ensuite apportés dans des centres de tri et des centres de recyclage. Et donc, voilà, pour la circularité qui est expliquée tout à l'heure. On a un focus sur les événements. Donc, c'est plus de 700 tonnes qui ont été collectées et on estime à plus de 9 millions de personnes qui ont pu utiliser ou qui ont vu nos dispositifs. Un focus enfin sur les marques qui sont partenaires, donc notamment Coca-Cola, depuis plus de 8 ans. Grâce à ce dispositif, plus de 2 millions de canettes échantillonnées ont été collectées et donc recyclées. Tout cela à travers plus de 80 événements sur tout le territoire. Celui voilà, sur la photo, donc c'était au mois d'octobre en bord de Seine. Et sur la droite, on a donc la première activation avec un brasseur, donc c'est aussi une grande fierté du programme. Le groupe Cronenbourg, à travers ses marques Tourtel et 1664, qui nous rejoint, donc quelques activations l'année dernière. Et cette année, on est très, très heureux aussi de monter quelque chose avec eux, un programme de sensibilisation à l'occasion du Tour de France. Et donc notamment, nous serons présents les 6 et 7 juillet prochains à Bordeaux, sur le Fan Park, pour réaliser un Pixel Can, donc une grande œuvre de sensibilisation auprès des publics pour leur rappeler de façon ludique que la canette se recycle à l'infini. Et donc 2023 pour finir, un programme chargé. C'est les beaux jours, donc pour nous ça veut dire que le programme de sensibilisation terrain reprend de vive allure, notamment ce week-end à Marseille les 3 et 4 juin à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement. Et donc nous serons 2 jours, l'année dernière on était à Paris, 2 jours à Marseille, le premier jour en déambulation à la rencontre des publics et des habitants pour leur rappeler donc le besoin et la facilité de recycler les emballages, leur poser les questions, comprendre un petit peu leurs contraintes. Et le deuxième jour, un Pixel Can avec un visuel exclusif qui sera monté sur la plage des Corbières. Et puis voilà, pour compléter ce lancement de saison, donc on sera ensuite rapidement présent sur le Tour de France, dans de nombreux festivals de musique, également au Stade de France, on l'espère, auprès de la Coupe du Monde de rugby. Voilà, donc tout un tas d'événements qui approchent. Et voilà, c'est tout pour moi. Je passe la parole à Robert. Alors, je suis en retour. Ça veut dire on va vers la fin du presse-conférence. Mais pas avant, j'ai raconté un peu du Canette d'or. C'est une compétition entre les designs des canettes. C'est le 23 novembre cette année. Et parce qu'il y a des gens ou des pays un peu tristes, parce qu'en dehors de France, il n'y a pas une compétition comme ça, on a introduit deux catégories pour des designs internationaux. C'est pour ça. Et j'espère que tout vous va aller à cette cérémonie. En résumé, et enfin on prend des questions. Le canette le plus dynamique des emballages boissons, on voit que la vente est en hausse et aussi l'image, mais on veut, ça va augmenter bien sûr. C'est un emballage très éco-responsable, on peut recycler sans perdre des qualités et on est pour la consigne parce qu'on a besoin de ça pour augmenter le recyclage et pour la qualité et pour décarboniser l'industrie de canettes. Et merci bien. Oui, un micro. Merci. Olivier Guichardas des Chinfos. Concernant la circularité des canettes, est-ce que vous pourriez me dire quelle est en France la part des canettes triées qui sont recyclées en canettes
quelle usine le fait? Où est située cette usine? Ça, c'est la première question. La deuxième, sur l'interdiction du financement croisé, est-ce que vous pourriez détailler comment vous envisagez que ça soit possible? Merci. Alors, sur les usines qui recyclent en France et la part, je ne saurais pas répondre sur la France, sachant que la seule chose que je peux vous dire, c'est que compte tenu de ce qu'on vient de voir sur le fait qu'il y a très peu de canettes qui arrivent dans le bac jaune, il n'y a pas beaucoup de canettes qui vont en effet retourner dans de l'aluminium qui va revenir dans nos usines. Voilà. Je pense que Catherine Athènes, qui est là, qui représente Constellium, pourra vous donner un petit peu plus d'éléments. Catherine, je te laisse répondre. Merci Sandrine, mais bonjour à tous et à toutes. En fait, moi, je suis à la fois la présidente de France Aluminium Recyclage, mais je suis aussi chez Constellium, et on a une usine à Neubrisach qui recycle des canettes pour les transformer en matériaux pour canettes qui est ensuite envoyé chez nos clients qui interviennent aujourd'hui. Et du coup, aujourd'hui, il se trouve que les canettes usagées qu'on utilise pour mettre dans nos fours pour recycler, ce ne sont pas des canettes françaises. Et la raison pour laquelle ce ne sont pas des canettes françaises, c'est parce que ce qui sort du bac jaune aujourd'hui n'a pas la qualité nécessaire pour que nous, on puisse derrière les mettre dans nos fours. Donc, il y a encore un travail à faire qui est quand même très complexe parce qu'il peut y avoir pas mal notamment de contaminants qui peuvent vraiment rendre tous ces matériaux plus difficilement utilisables. Alors il y a des progrès qu'on peut faire dans ce domaine, à la fois en amont et en aval. Je ne sais pas dans quel sens, mais enfin en tout cas sur nos fours, dans nos prochains fours, puisqu'on investit, ce sera plus facile d'accepter des déchets un petit peu plus pollués. Et de l'autre côté, il y a aussi des besoins de mieux trier pour faire arriver. Mais c'est vrai que l'idéal, ça reste quand même la canette qui sort de la consigne, parce que là, on peut quasiment la mettre directement dans nos fours. Voilà. Et la deuxième question, j'ai oublié. Ah, voilà. Je pense que... Oui, alors ça, il y a beaucoup de systèmes de consigne en Europe qui ont cette règle, d'avoir une comptabilité séparée entre les différents matériaux. Je pense que c'est quelque chose de sain. Donc, comment est-ce qu'on va... Nous, on le préconise, mais je pense que c'est quelque chose de sain et qui permet en effet de savoir quelles sont vraiment les filières les plus performantes. Et là, on est assez content parce qu'on pense que l'aluminium, aujourd'hui, alors là encore, j'aurais besoin peut-être de Catherine, mais une balle, une tonne de canettes usagées, moi, en termes de prix, j'ai à peu près 1500 € la tonne. Je pense que c'est assez proche de ça. Voilà. Vous n'aurez pas le même prix pour d'autres matériaux. Donc c'est pour ça qu'on vous dit la circularité pour notre matériau, c'est quelque chose qui en plus s'entend monétairement, économiquement. Bonjour. En CHR, comment se comporte la canette par rapport aux autres emballages? Oui, alors j'ai fait un petit résumé très, très sommaire tout à l'heure. On vient effectivement de relancer notre étude avec le JIRA. Et en fait, comme je vous l'ai dit, la canette depuis 2019 a gagné 30 millions de litres. Donc elle est en progression à près de 8%. Et sur l'année dernière aussi, j'ai vu les chiffres rapidement, elle est en progression par rapport à 2022-2023, enfin 2021-2022, pardon. Donc ce qu'on a vu dans la partie GMS, en fait, on a exactement la même chose en CHR. Alors après, on n'a pas encore creusé les informations, on attend les résultats complets, mais je dirais sur l'overview qu'on peut le voir, effectivement, on a effectivement cet aspect un peu contre-courant de la canette qui récupère beaucoup. Alors c'est essentiellement dans les softs, ce qu'on a dit aussi sur la partie bière. Les Français, avec l'inflation, font des choix et repartent d'ailleurs vers des consommations plaisir plutôt sucrées, repartent vers le soft, ça c'est aussi inédit. Donc on a, pour l'instant, ce qu'on a vu, on a exactement la même dynamique. Le recyclage hors foyer ? Ouais, donc c'est pour ça qu'on tient toujours à montrer tout le support qu'on met sur cette question-là avec le programme Chaque Canette Compte, parce que en fait, nous, ça fait depuis 13 ans maintenant qu'on a voulu pousser ce recyclage en hors foyer, parce que notamment à l'époque,
en tant qu'emballage nomade par excellence, on voulait vraiment adresser cette question-là. Et aujourd'hui, le programme Chaque Canette Compte est vraiment le programme leader à la manette avec Citeo pour, comme vous l'avez vu, sensibiliser les Français, mais aussi aller montrer l'exemple et faire de la collecte. Donc à nous seuls, on est responsable de quelques points de recyclage en plus pour nos canettes. Donc bon, c'est très bien pour nous, hein, mais c'est pas suffisant. Il faut effectivement qu'on passe un système beaucoup plus efficace aussi pour leur foyer, comme vous l'avez vu, quoi. Bonjour, concrètement, qu'est-ce qui bloque au niveau Citeo pour pas avoir plus de contenants de recyclage sur la consommation hors foyer? Parce que du coup, j'ai l'impression que vous menez un peu la bataille tout seul, ils sont partenaires, mais derrière, qu'est-ce qui fait que le taux de collecte est aussi bas et qu'il n'y ait pas plus de contenants pour pouvoir récupérer ça hors foyer? Alors, il y a des choses qui se mettent en place, hein. Là, effectivement, on n'a pas détaillé toute la programmation, mais effectivement, vous avez la tarification incitative qui est en train de se généraliser enfin sur beaucoup de communes. Et pour leur foyer, il y a des nouvelles REP qui sont en place. Alors, faut poser la question à Citeo et aux collectivités, mais il y a des choses qui se mettent en place. Il y a aussi beaucoup d'appels à projets sur leur foyer. Mais pendant longtemps, le hors-foyer a été considéré comme un secteur qui était compliqué à adresser parce que ce sont des plus petits tonnages que la consommation à domicile. Nous, c'est un peu spécifique pour la canette, on a un emballage très nomade. Après, comme vous l'avez vu, ça ne veut pas dire qu'on est que nomade. D'ailleurs, la progression, elle est aussi surtout d'ailleurs sur les gens qui aiment bien aussi boire une canette à la maison pour contrôler leur consommation. Donc en fait, quand on nous dit « Ah bah oui, mais vous, la canette, c'est juste un problème de hors-foyer, une fois que leur foyer sera adressé, c'est bon ». En fait, non, parce que c'est 50% de la consommation. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment ces deux combats à mener pour nous, c'est pour ça que c'est compliqué. Donc le hors-foyer, pendant longtemps, a été considéré comme une source, je dirais, il faut financer énormément pour aller ramener très peu de tonnage, et aussi en qualité sans doute aussi moindre, parce que voilà, c'est moins propre qu'un bac jaune. Néanmoins, maintenant, je pense qu'on peut plus avoir ce genre de discours, il faut vraiment adresser tous les gisements et aller chercher vraiment tous les gisements possibles. Surtout qu'en plus, c'est des petits tonnages, mais nous, ce qu'on a vu au travers du programme Chaque Canette Compte, c'est surtout des tonnages visibles, c'est de la vitrine en fait. Tout le monde nous parle des bouteilles jetées sur le bas-côté de la route. Alors certes, ça représente en fait en poids, c'est rien du tout dans le déchet sauvage, n'empêche que c'est visible, et pour, je dirais, une action à l'inverse, c'est aussi visible à l'inverse. Quand nous, on mène des actions, qu'on sensibilise un jeune public sur un événement de jeu vidéo où il va recycler sa canette, c'est aussi, je dirais, un investissement pour qu'il le fasse chez lui, peut-être pour toute sa vie, il va être conscient de ça. Donc c'est des petits gisements, compliqués à aller chercher, qui demandent donc d'un financement plus fort, donc c'est compliqué aussi pour les collectivités, mais nous on pense qu'il faut de toute façon l'adresser comme tout, quoi. Mais du coup, madame expliquait qu'ailleurs en Europe, le taux de collecte est plus important et que les balles que vous receviez étaient de meilleure qualité, c'est parce que c'est grâce à la consigne, on est d'accord? Ce que vous pouvez aussi comprendre ici avec la présentation, c'est qu'en fait, la consigne donne en fait la solution sur plusieurs strates. Quand vous avez un schéma consigne, alors certes c'est contraignant, certes c'est un changement de paradigme, néanmoins ça adresse la collecte. On le voit pour un emballage comme la canette, où le problématique est surtout au niveau de la collecte. Vous avez très vite beaucoup de canettes et de bouteilles qui sont retournées dans le schéma. Là où sur des schémas plus confortables comme un bac de tri, bon ben ok, on est tous responsables, on le fait, mais ça incite sans doute moins et ça oblige moins la population à respecter les consignes de tri. Et c'est compliqué. Donc déjà, ça améliore la collecte et comme on l'a essayé d'expliquer aussi, ça améliore du coup le cycle de la canette, le cycle de vie, on peut dire, parce que du coup, comme on récupère que de la canette, des balles de canette qui sont pures, quand on parlait tout à l'heure de pollution de ce gisement, c'est pas la qualité de l'aluminium en tant que tel, c'est le fait que du coup, en centre de tri, vous avez certes la canette en alu, mais vous allez retrouver toutes les blisters de médicaments, des emballages composites, donc du coup, quand on parle de pollution, en fait, c'est ça, c'est se dire on n'a malheureusement pas des balles suffisamment qualitatives en termes d'alu pur pour développer tout ça. Et donc, du coup, la consigne rebelote, elle permet d'avoir vraiment des balles d'aluminium provenant d'un gisement canette et des balles aussi de PET provenant d'un gisement PET. Donc, je dirais, elle apporte la solution aussi pour les filières de ce point de vue-là. Non, oui, je pense qu'en effet, la consigne, elle a ces deux objectifs, augmenter le taux de collecte et augmenter la qualité. Et on a visité récemment, Lucien et moi, je crois que c'était tout, on est allé au Danemark voir un exemple de système de consigne. Et voilà, on arrive à 92%, et ils sont en train d'aller chercher les 8% qui restent, 92% de taux de collecte.
des balles de haute qualité, donc qui repartent tout de suite dans les fours et qui peuvent être tout de suite caractérisées. Enfin voilà, nos fournisseurs d'aluminium savent exactement ce qu'il y a dedans. Donc en effet, cette circularité dont on a besoin, on l'a vu vraiment en action. Et on l'a vu des consommateurs arriver dans une machine. Ça paraissait simple. J'avoue, moi en tant que Française, même, je me dis, ben voilà, on les a vus les freins, hein, on les a tous en tête. Mais on a vu des consommateurs arriver avec un sac, avec des bouteilles PET, des canettes. Il y avait aussi du verre parce que c'est un système tout matériaux. Et ça se passait très bien et c'était facile. Et il y a aussi au Danemark ce qu'ils appellent des grosses stations où on peut amener des gros sacs. Donc si vous avez un mois de stockage chez vous, vous amenez vos gros sacs dans cette machine et ça va tout de suite décompter ce que vous avez laissé dans ce sac et vous rendre tout de suite votre consigne. C'est vraiment d'une simplicité. Voilà, et ça fonctionne très bien et c'est un système voilà, qui a été mis en œuvre il y a quelques années et là ils sont en train d'aller chercher les derniers pourcents de consignes qui manquent. Et du coup, pour compléter la réponse, donc taux de collecte, la consigne y répond, amélioration du gisement et le hors-foyer justement, on peut même dire le déchet sauvage. On adresse aussi cette question-là avec la consigne parce que du coup, comme la canette a une valeur en plus, même en extérieur, même si vous n'avez pas de solution, ça pousse les gens à garder davantage la canette ou à aller au bar d'en face, dire bah, tenez, je vous rends ma canette pour récupérer ma consigne. Et on a des effets de bord qui se passent, il n'y a plus de canettes qui traînent en fait, parce que de toute façon, même si quelqu'un fait une incivilité sur un événement ou autre, de toute façon, elle sera ramassée parce qu'elle a de la valeur. Donc voilà. Deux questions. Pour Constellium, les canettes que vous recyclez, du coup, elles viennent d'où? Et puis, pour vous, les RVM, les Reverse Vending Machines, quand elles récupèrent des bouteilles en plastique, soit elles les compactent, soit elles les broient, ce qui permet d'optimiser la logistique et d'éviter de transporter de l'air. Sur les canettes, à ma connaissance, est-ce qu'elles sont compactées à minima ou est-ce qu'elles sont broyées? Alors, je vais peut-être répondre aux deux questions du coup. Donc les canettes de Constellium entre guillemets, parce que c'est pas nos canettes, hein, mais on les achète en fait beaucoup sur des effectivement en fait ce sont des canettes qui viennent de systèmes à consigne et notamment de Scandinavie. Donc voilà pour essentiellement elles ne viennent pas de France comme je disais précédemment. Alors la question c'était ah oui, le compactage. En fait, oui. Alors, c'est surtout pas broyé. Ça, c'est pas très pratique pour nos fours, parce que ça fait des trop petits morceaux. Par contre, compacter, oui. Ce qui nous est amené aujourd'hui est compacté. Donc, il y a une opération de compactage qui est faite, voilà, qui est pas très compliquée et qui est faite de façon assez standard pour tous les balles Donc, du coup, ça voyage assez bien. Hein. On transporte pas de vide. Hein. On transporte vraiment des paquets très très denses. Alors ça, je peux répondre. Au Danemark, là où on a visité, donc on a visité une RVM classique et on a visité le back-office et c'était compacté tout de suite derrière. Donc tout de suite, c'était compacté et après transformé en balles. Enfin, je ne sais pas exactement, mais les canettes étaient vraiment compactées dès cette étape-là. C'est assez gros, mais c'est pas... En fait, il y a les petites machines, mais vous en avez déjà, hein, il y a déjà des initiatives de gratification dans plusieurs grands supermarchés français. Alors là, c'est pas de la consigne parce qu'il n'y a pas cette caution, mais il y a déjà des petites machines que vous voyez qui compactent. Et en fait, là, il y a un pré-compactage qui est effectué pour effectivement gagner de la place. Et donc, vous avez des grands sacs poubelles derrière avec des canettes plates comme une crêpe, hein, et pareil pour les bouteilles. Après, il doit y avoir peut-être soit c'est récupéré comme ça, bah si on l'a vu en plus, il y a des sacs qui sont ramenés comme ça au centre de pré-traitement, et dans les plus grosses machines, elles peuvent quasiment faire des balles, il y a une benne en fait qui est dans la machine, qui est prêt à partir, quoi. Mais ça c'est la logistique, après tout est géré en fonction. Y a-t-il d'autres questions ? Après, on peut continuer à table, hein, bien évidemment. Ouais. On est à votre disposition.
à table, on s'est répartis, donc n'hésitez pas à continuer les échanges. Et merci pour votre attention en tout cas, et on continue tout ça ensemble.